à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors nous sommes en plein mois de février, les résolutions de 2019 sont encore toutes fraîches et déjà certaines se font oublier. Alors comment ne rien lâcher, au contraire, tenir cet engagement avec soi? Les détails aujourd'hui. On parlera ensuite parents, logistique, fatigue. Et oui, l'arrivée des jumeaux est un vrai challenge d'organisation. Alors comment en profiter du mieux possible? On vous dit tout là aussi. Ensuite, eh bien, on testera pour vous quelque chose qui reste quand même une surprise aujourd'hui. Atman, justement, ne nous dévoile pas tout. On découvrira dans quelques instants. Et puis, à la fin, on parlera santé, on parlera psoriasis. Et justement, quelle prise en charge pour le psoriasis? Peut-on le guérir ou au contraire, il faut gérer la maladie? Tout ça et bien plus encore ce matin sur Média TV dans On se dit tout. Vous êtes les bienvenus. À tout de suite pour les détails. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et je suis très heureuse de recevoir différentes spécialistes pour faire cette émission ensemble. Nous allons parler résolution, nous allons donc parler jumeaux, nous parlerons aussi santé psoriasis. Je sais que vous avez vu des bulles en arrière-plan tout à l'heure lorsqu'on a annoncé on a testé pour vous, mais Atman, en fait, nous prépare une charade tout à l'heure, donc il ne nous dit pas tout. Bref, mais on en saura un peu plus dans quelques instants. Merci beaucoup, Dr Leila Benama, d'être là. Vous êtes dermatologue à Casablanca et avec vous aujourd'hui, nous allons parler du psoriasis. Justement, quelle prise en charge? Eh bien, les détails aujourd'hui. Et puis, nous avons l'honneur d'avoir avec nous pour la première fois Habiba Dassouli, coach en développement personnel. Bonjour Leila. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et puis, avec vous, comment concrétiser les projets de cette année? On est encore en plein mois de février. On peut se permettre encore de parler bien sûr. On peut se permettre de parler de résolution, il n'y a pas de souci. Absolument. Il est toujours temps. Il est toujours temps, exactement. Et puis, à vos côtés, Sabrine Gdira. Bonjour Sabrine. Bonjour, notre fleur de On se dit tout. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous êtes spécialiste de la petite enfance. Oui. Et avec vous aujourd'hui, la lourde tâche de gérer le quotidien des parents qui ont des jumeaux. Voilà. Vous avez des solutions? On a des conseils et des solutions. Vous avez de l'empathie? On a de l'empathie et surtout, comme on dit souvent, il n'y a pas une solution, mais il y a votre solution quand on s'adresse aux parents, parce que voilà, chaque famille... Alors, on commence par quoi? Par les résolutions. Vous en avez des résolutions? Leïla Benama, vous avez des résolutions pour cette année? Écoutez, je pense que la vie, c'est un changement permanent. Je ne me fais pas cette liste-là que font certaines personnes en fin d'année. Non, quand une occasion se présente de faire un changement, j'essaye au maximum d'aller jusqu'au bout de ma résolution. OK. Sabrine? Alors moi, c'est tout le contraire. Cette année, c'est la première fois que j'ai écrit mes résolutions. Okay. Et donc, moi, je vous dirai en fin d'année si j'ai réussi à les tenir. Non, parce que je pense qu'il faut se donner des objectifs qui sont atteignables et réalisables, parce que sinon, je pense qu'on perd vite sa motivation. Donc, je me suis fait une petite liste de 4-5 résolutions qui me tiennent vraiment à cœur. Et... Alors, on va voir si le mode d'emploi est bon tout de suite. Habiba Dassouli, c'est avec vous qu'on en parle. Vous êtes coach en développement personnel. Alors avant justement de répondre à nos chères dames présentes ici, nous allons rencontrer différentes personnes. C'est surtout des hommes que l'équipe a rencontrés pour parler des résolutions 2019. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelles sont leurs principales résolutions? Et ensuite le mode d'emploi avec vous, on regarde. D'accord. Mes résolutions pour 2019, moi à vrai dire, je travaille sur le montage d'une... Je vais me mettre à mon propre compte. Je monte une petite entreprise en 2019. Pour 2019, j'espère que beaucoup de choses changeront au Maroc vers le mieux, à commencer par l'enseignement, la santé et tout. Voilà. Santé, vie professionnelle, réussite. Déjà, c'est de travailler sur un plan de développement personnel, déjà, avoir une bonne santé. Quoi d'autre et travailler mon plan de carrière aussi. Donc voilà.
Alors justement, Habiba Dessouli, quelle que soit la résolution, est-ce qu'il y a un mode d'emploi général? Oui, alors en fait, il n'y a pas un mode d'emploi, mais il y a une simplification des choses. Okay. C'est important d'avoir un objectif. Tout simplement, c'est comme l'avion. Un avion ne peut pas démarrer, ne peut pas décoller s'il n'a pas une feuille de route avec un objectif à atteindre, avec une destination. C'est un petit peu ça le concept. Alors, simplification, un objectif, il faut d'abord qu'il soit simple. Il faut qu'il réponde à deux questions très faciles. Qu'est-ce que je veux et en quoi c'est important pour moi? Parce que la question qu'est-ce que je veux, on veut beaucoup de choses. Et on s'aperçoit qu'en fait, on brasse du vide. On dépense beaucoup d'énergie parce qu'on veut tout faire et finalement, à la fin de l'année, on fait le bilan en disant « j'ai essayé, mais concrètement, je n'ai rien réalisé ». Donc, il faut qu'il soit simple et qu'il réponde à ces deux questions. Il faut qu'il soit mesurable, c'est-à-dire que je dois me faire des étapes tout au long de l'année pour me dire « j'en suis où ?» par rapport à mon objectif. Est-ce que mon plan d'action est bon? Parce qu'effectivement, comme vous dites, madame, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à l'objectif. C'est ça. D'accord? Donc, il faut que je me fasse des bilans avec moi-même en me disant, j'avais un plan d'action qui devait me mener du point A au point B, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est les bons moyens que j'ai mis en place? Voilà. On va aller au processus, mais avant, est-ce qu'il est important d'avoir... est-ce qu'on peut avoir toutes les résolutions qu'on veut, ou bien il faut se limiter à un nombre? Est-ce qu'il y a un nombre magique, clé, de bonnes résolutions à avoir? Alors, la résolution, c'est la résolution qui va faire qu'on va noter un changement. D'accord? Okay. Il faut que ce soit réaliste dans le sens où, par exemple, je reçois des personnes au cabinet qui me disent, voilà, moi je veux perdre 40 kilos cette année. Alors forcément, c'est un objectif qui est très ambitieux. Forcément, si on ne l'atteint pas tout au long de l'année et si on ne l'atteint pas à la fin de l'année, on va se décourager, on va se démotiver et donc on va perdre confiance en soi et donc on va perdre son estime de soi et donc on va se dire, ben, finalement, je n'y arrive pas. D'accord? Donc il faut que ce soit mesurable, atteignable et il faut que ce soit réaliste dans, je vais faire un premier pas. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit le plus long des voyages, il commence par le premier pas. Donc, il faut commencer par faire un premier pas. Il faut faire, je dirais, une liste de choses à atteindre. D'abord, je veux maigrir et je veux atteindre, perdre des kilos. D'abord, je questionne mon hygiène de vie. D'accord? Avant de me dire c'est moins 40 à la fin de l'année. C'est décortiquer en fait la résolution? Évidemment. Décortiquer la résolution pour voir est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que derrière je veux maigrir n'est pas en fait un manque de confiance en soi parce qu'en fait je ne plais pas? Ou bien je n'arrive pas à plaire à mon entourage, etc. Donc c'est toujours nous, d'abord en termes de coaching, quand on reçoit la personne avec son objectif, on décortique avec elle c'est quoi cet objectif et en quoi c'est important pour elle et en quoi, qu'est-ce que ça va lui apporter réellement. Mais alors comment ne pas lâcher? Parce que c'est là toute la question, toute la problématique. Alors, comment ne pas lâcher? Ne pas lâcher, d'abord c'est la résilience. C'est très difficile. Et je le dis à tout le monde, c'est facile de faire sa to-do list en début d'année pour dire cette année j'arrête la cigarette, cette année je maigris, cette année je me mets au sport. C'est incroyable, mais c'est les top 10 c'est les mêmes qu'on retrouve un petit peu partout, d'accord? Mais est-ce que j'ai la volonté nécessaire? Est-ce que j'ai l'accompagnement nécessaire? Est-ce qu'autour de moi, j'ai la compréhension nécessaire de ce que je suis en train de faire? C'est important l'entourage? C'est très important. Je veux arrêter de fumer, il doit y avoir un accompagnement autour de moi. Ça veut dire que je vais être tendue, je vais être anxieux, je ne vais pas avoir de patience. Les gens doivent comprendre, connaître mon objectif pour me dire « Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, tu es dans ton objectif, je comprends, je ne le prends pas sur moi parce que je sais que tu n'as pas fumé aujourd'hui, par exemple. » D'accord? Alors, est-ce que finalement, la clé, ce n'est pas cette histoire de volonté, plus que l'entourage et plus que l'accompagnement, c'est la volonté? Alors, c'est d'abord « je veux ». Si on n'a pas cette conviction que je le veux, et je le veux vraiment, et je le veux maintenant et pas demain, et je ne le veux pas l'année prochaine. C'est une conviction. C'est une conviction, je le veux. À partir du moment où on a formulé notre objectif et qu'on le veut vraiment, tout se met en place pour que l'objectif soit atteint. C'est une démarche entre je veux et je le désire. Oui. Vous savez, je désire moi aussi, je ne sais pas, faire un grand voyage cette année, et puis je désire faire du sport. Et puis le désir, c'est un vœu. C'est tout simplement un vœu, mais ce n'est pas une volonté. Si je n'atteins pas mon objectif, je vais être mal à la fin de l'année. C'est très important pour moi, c'est très important aujourd'hui, parce que ne pas l'atteindre, ça va entraîner chez moi un retour en arrière, en perte de confiance de soi, d'estime de soi, etc. Mais c'est aussi peut-être un sujet à part entière qu'on ne peut pas malheureusement développer aujourd'hui par manque de temps. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Est-ce qu'on peut répondre à ça en une minute? Alors oui, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que tout simplement, on n'a pas le plan d'action nécessaire.
D'accord? Ça ne peut pas marcher sur un coup de baguette. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discipline et c'est beaucoup de concentration. Donc je veux mon objectif, je le visualise d'abord, je mets en place mon plan d'action. Ça ne veut pas dire que mon plan d'action, c'est la vérité absolue gravée dans du marbre. C'est un plan d'action au moment où je l'ai pensé. J'ai le droit de corriger mon plan d'action, j'ai le droit de l'améliorer en cours de route, mais en aucun cas je ne lâche mon objectif et en aucun cas je ne baisse les bras. C'est beaucoup d'efforts et c'est beaucoup de travail. Et ceux qui arrivent, c'est ceux qui se sont trompés plusieurs fois, c'est ceux qui ont échoué plusieurs fois, mais qui gardent leur volonté d'y arriver. Absolument. Alors Sabrine, vous avez votre plan d'action ? Oui, alors moi c'est exactement la manière dont j'ai procédé. C'est pour ça que je vous disais que je voulais quand même des résultats, enfin des objectifs qui soient mesurables et atteignables, qui soient réalistes, pour que je ne sois pas déçue en fin d'année. J'ai pris 4 objectifs, je les ai décortiqués, par exemple. Bon, un de mes objectifs, c'est de commencer à faire du sport. Donc, la première étape, ça a été de s'inscrire dans une salle. La deuxième étape, c'est de déterminer les cours qui me faisaient plaisir. La troisième étape, c'est de m'y inscrire et d'y aller concrètement. Donc, voilà, c'est clair que de dire j'ai envie de faire du sport... Ben jusque-là, ça prend, mais ça fait que 2 mois. Donc, j'espère que... Mais voilà, c'est clair que j'ai fait une feuille de route et je n'ai pas dit j'ai envie de faire du sport comme toutes les années. J'ai essayé de vraiment me dire et de procéder par étapes et on verra ce que ça donne. On se retrouve en décembre 2019 pour le bilan, exactement. Leïla Ben Ammar, vous vous retrouvez un petit peu parce que vous avez une autre approche. Oui. Donc, il n'y a pas la liste du début de l'année? Non, parce que c'est la vie qui m'impose sa liste, en fait. En fonction des aléas de la vie, je pense qu'on ne cherche vraiment un changement quand il y a un réel besoin de changer. Et donc, quand je suis confrontée à une situation de crise ou quand je vois que ma vie, elle dépend de certaines choses, bien sûr, à ce moment-là, il faut bien se réveiller un jour et se dire que notre manière de faire ou d'agir ou de vivre ou de voir les choses n'est pas valable et qu'il est temps peut-être de la changer. Donc, à ce moment-là, effectivement, je me pose la condition à moi-même qu'il y a certaines choses en moi qui devront changer pour pouvoir changer les choses autour de moi. Je suis quelqu'un d'assez têtu, c'est-à-dire que quand j'ai un objectif, en général, je fais tout pour y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Je suis quelqu'un de très patient. Je ne me fixe pas quelques mois ou une année pour ça. Je laisse les choses venir progressivement et surtout, je n'essaie pas de m'entourer de gens négatifs. C'est peut-être la chose que j'ai le plus apprise avec le temps, c'est de m'entourer de gens positifs qui vont me pousser vers l'avant. Et ne pas me tirer en permanence vers le bas. Complètement. Alors, on va sur des questions de téléspectateurs? Oui, bien Habiba, sûr. Parfait. On a Samy qui vous dit « J'ai les mêmes résolutions. » Samy, j'ai les mêmes résolutions chaque année et je n'arrive jamais à concrétiser. Un conseil? Toujours la même chose qui revient et pas de résultat. Alors, quand on n'atteint pas son objectif, alors quand on me dit j'ai des résolutions, j'ai plein de résolutions, moi je m'inquiète un petit peu. Parce que forcément, on a trop chargé en fait, je dirais la liste et du coup, on ne sait pas par où commencer. Alors moi je dirais à Samy, si on te disait tout simplement, il te reste 1 semaine à vivre, c'est quoi la chose la plus importante pour toi à réaliser aujourd'hui? Et je vous assure que dans la liste des choses à faire, il y a une priorité qui va apparaître. Donc c'est celle-là qu'il faut prendre? Exactement. C'est quand on se dit j'ai beaucoup de temps et finalement j'ai beaucoup de résolutions. C'est cette notion de temps, c'est de se mettre dans l'urgence et de se dire c'est ici et maintenant et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors on fait le tri, on passe de 10 à 5 résolutions et puis de 5 à 3 et puis jusqu'à faire apparaître en fait la résolution qui est vraiment challenging pour nous mais très importante pour moi aujourd'hui. Alors est-ce que le secret c'est d'avoir une seule résolution? Moi, je pense que c'est avoir la résolution qui va apporter un changement dans notre vie et qui va faire que cette année n'est pas la même année que 2018. C'est ça. Voilà. Donc, et on va se dire, yes, je l'ai fait, je me sens mieux, ça se voit autour de moi, ça se voit dans mon entourage, ça se voit dans mon business, etc. Il faut que ça se voit, il faut que le changement se voit. Ce n'est pas juste une question de perdre des kilos et passer du 40 au 36. Non, il faut que ça se voit. Vous savez, quelqu'un qui est bien à l'intérieur, il est bien à l'extérieur. Ça se voit. Quelqu'un qui est équilibré, qui est dans l'axe. Être dans l'axe, c'est ce que je dirais à Samy. Être dans l'axe, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Et ça, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Alors, l'autre question, elle vous vient de Reda qui dit « Est-ce que la technique de visualisation, je vais y arriver, permet effectivement de réaliser ces projets ?» Alors, Reda, moi, je vais partager avec vous une expérience. L'année dernière, j'ai réalisé un rêve, j'ai fait le Kilimandjaro. Et pendant 1 an, j'ai préparé mon Kilimandjaro. Je n'avais qu'une image en moi, c'est le sommet du Kilimandjaro. Quand je faisais mes recherches sur Internet, je cherchais que les photos du sommet.
C'était pour moi le target, c'était l'objectif. Je n'ai pas regardé est-ce que j'ai la capacité physique, etc. Je me suis dit, je veux le sommet, je veux arriver au sommet. Et donc, ce n'est que le sommet. À chaque fois que j'ai voulu baisser les bras, je disais non. Le sommet. Et le sommet arrivait. Et quand j'y suis allée l'année dernière, chaque jour, ça s'est fait en 7 jours. Chaque jour, chaque étape où j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est trop compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Je me disais non, le sommet. Donc visualisez votre objectif. Donnez-lui une image parce que votre cerveau va vous proposer un plan d'action pour y arriver. Mais dites-lui qu'est-ce que vous voulez. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Habiba Dassouli, coach en développement personnel. J'étais accrochée à vos paroles, en fait. Merci. On reste ensemble, justement, on continue l'émission et on vous retrouve tout de suite, Sabrine Gdira. Alors Sabrine, vous êtes spécialiste de la petite enfance et aujourd'hui vraiment vous avez une dure tâche, celle d'essayer de soulager les parents qui ont des jumeaux. L'arrivée des jumeaux, c'est vrai que c'est tout fois deux, beaucoup de bonheur, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, mais c'est aussi, je pense, beaucoup de fatigue, beaucoup de manque de sommeil et le tout fois deux. Quand on a un bébé, on sait que les premiers temps peuvent être difficiles, alors quand on doit faire les deux, gérer les deux en même temps, je vous laisse deviner. Maintenant, on va essayer de comprendre le quotidien des parents qui ont des jumeaux. On regarde et on revient ensuite pour les solutions. À tout de suite. Avoir un enfant, c'est bien. En avoir deux, c'est mieux. On imagine souvent que pour avoir des jumeaux, il faut se diviser en deux. Tout est fait en double et en même temps. Les couches x2, les biberons x2, les jouets x2 et surtout tellement d'efforts x2. Mais pas seulement. Le bonheur arrive aussi x2. Les rires x2 et la joie de vivre x2, si ce n'est davantage de choses positives. Ne stressez pas, il vous suffira juste de garder votre calme x2. Papa, maman, laissez place à vos super pouvoirs. Pensez à une chorégraphie au millimètre près, car le maître mot pour vous sera l'organisation. Il vous sera plus évident de gérer vos deux merveilles à leur premier mois de naissance. En vous y prenant à l'avance, vous pourrez tout préparer à l'avance, avant qu'ils ne se mettent à marcher. À leur premier pas, suivez leur rythme et leurs pas. Leur accorder le choix de s'amuser chacun de son côté et mieux comprendre leurs différences contribuera à l'indépendance de leur personnalité. Un mal pour un bien, mais un bien bien mérité. Enfin, pensez à vous-même et reposez-vous. Car certes, avoir des jumeaux n'est pas de tout repos et vous aurez besoin de vos batteries rechargées pour les voir grandir d'année en année x2. Alors, c'est dit de façon très mignonne, le tout x2, justement, et c'est presque très positif. Bon, bien sûr, c'est très beau d'avoir des jumeaux, mais c'est beaucoup de boulot aussi, Sabrine. C'est beaucoup de travail. Alors, effectivement, les jumeaux, ça fascine. Donc, pour préparer un peu l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la rencontre directement de maman. Maman de jumeaux, donc maman enceinte de jumeaux, maman de quelques mois, maman de 1 an, etc. Ce qui ressort souvent, c'est on ne vit pas, on survit. Ça, c'est ce qui ressort vraiment, c'est le feedback qu'on a de beaucoup de mamans qui viennent de passer quelques mois, leurs premières années avec leurs enfants, leurs jumeaux. Donc déjà, ce que je disais, c'est que les jumeaux, ça fascine. C'est-à-dire que quand elles se promènent avec leurs poussettes doubles, et surtout quand elles se ressemblent beaucoup, qu'ils se ressemblent beaucoup, on se fait souvent arrêter. « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons mais vous devez avoir beaucoup de courage. » Donc les mamans qui répondent non. Non, on n'a juste pas le choix. Je fais juste avec, vous auriez fait pareil à ma place. Non, non, mais vraiment, vous avez beaucoup de courage. Et en fait, ce qu'elles répondent, c'est du courage, oui. Mais ce qui vient en premier, c'est l'organisation. Et c'est ce qu'on retrouve dans la vidéo, en fait. C'est que le maître mot, je pense, de toute cette aventure avec des jumeaux, c'est s'organiser en amont, donc pendant la grossesse, pour préparer au mieux l'arrivée de ces 2 petits trésors, voire 3 parfois, et de pouvoir le mieux anticiper les premiers mois avec eux. Donc évidemment, c'est très compliqué, tout vient x2, donc un enfant, un bébé, on le change 10 fois par jour, ça couche, là c'est x2, juste pour donner un ordre de grandeur. Si on est bien préparé et que surtout on divise les tâches par 2, parce que tout x2, mais on divise aussi les tâches avec son conjoint qui doit être complètement impliqué en 2,
on peut réussir à trouver des trucs et astuces, je pense qu'on en parlera juste après, pour appréhender au mieux cette aventure. Alors, ce qui est très compliqué dès le départ, c'est le sommeil. Ouais. On sait qu'avec un bébé, il faut se caler sur ses heures, les tétés, voilà. On se réveille la nuit, on est fatigué le jour. Maintenant, quand il y en a deux, alors techniquement, est-ce qu'ils se réveillent en même temps? Alors, techniquement, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une personne qui est scindée en deux. Deux jumeaux, c'est deux personnes à part entière. Donc, effectivement, ils peuvent s'endormir et se réveiller en même temps, comme ils ne peuvent pas. Ce qu'il faut savoir déjà en premier, c'est que le sommeil est conditionné par le poids et non par l'âge. Déjà, quand c'est des faux jumeaux, on a souvent deux bébés qui se développent de manière différente. Et on a aussi ce cas-là quand c'est des vrais jumeaux. Ensuite, il y a des petites choses qu'on peut faire pour essayer de les caler en même temps, ce qui fait que la maman va gagner des minutes. C'est important de les caler ? C'est important, c'est-à-dire pour eux, pas forcément, mais c'est important parce que la maman, il faut qu'elle dorme à un moment. Mais c'est ça, mais moi je me dis en même temps, s'ils se réveillent en même temps, qu'ils pleurent en même temps et qu'ils réclament en même temps, et que, par exemple, on va imaginer que c'est la journée et que la maman est seule à la maison et que le papa n'est pas là. Dans le meilleur des mondes, on va imaginer qu'il l'aide, mais que là, il n'est pas là. Non, mais on est juste un peu... Je suis désolée, messieurs, mais je ne sais pas, mais je crois qu'on est assez réaliste. Non, donc, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Alors déjà, on va procéder par étapes. Déjà, ce qu'elle fait là concrètement, pour donner des solutions concrètes, parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens qui nous regardent, c'est on peut les nourrir en même temps. Il existe des positions d'allaitement, on peut allaiter nos deux jumeaux en même temps. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas penser qu'on est une mauvaise maman si on fait appel à des professionnels. Il y a des professionnels de l'allaitement qui peuvent venir à domicile et qui leur expliquent concrètement c'est quoi les positions d'allaitement pour les allaiter en même temps. Okay. Ensuite, quand ils prennent, s'ils prennent le biberon, on peut les mettre tous les deux dans un transat et leur donner en même temps. C'est-à-dire que c'est des choses qui existent. Et comme je vous disais, quand je parlais avec les mamans cette semaine pour essayer de me préparer à cette émission-là, pour avoir vraiment pas de la théorie qu'on peut trouver sur Internet, mais vraiment du vécu, elle me disait, mais franchement, on survit. Donc, on en met un dans le coussin d'allaitement, on met l'autre, on le cale avec un coussin et on leur donne le biberon. Je veux dire, il n'y a pas de méthode miracle. Voilà, il ne faut pas chercher à essayer de faire tout à la perfection et on ne se prend pas en photo, on ne pose pas en fait. C'est pas Instagram. Voilà, c'est la vraie vie et donc il faut vraiment essayer de les nourrir en même temps quand on peut. Après, la chose qui revient aussi souvent, c'est que quand il y en a un qui réclame à manger, on peut essayer de stimuler le deuxième pour essayer de le faire manger en même temps. Peut-être que ça essaiera de caler un peu leur rythme en même temps. Parce qu'en même temps, il faut savoir que voilà, il y a des petites natures qui mangent un petit peu beaucoup de fois par jour. Il y en a d'autres qui veulent manger beaucoup, pas beaucoup de fois par jour. Donc en même temps, voilà, encore une fois, c'est deux individus, c'est deux bébés différents. On peut essayer de les caler. Par exemple, pour le sommeil, on essaie de les coucher en même temps. Bah forcément, on a plus de chances qu'ils se réveillent en même temps. Alors, c'est vrai que pour les parents, par exemple, on dit, pour un seul enfant, on dit il n'y a pas de parent parfait. Mais pour deux bébés en même temps, il faut peut-être encore plus, moins culpabiliser, plus déculpabiliser par rapport à la situation. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Surtout, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Faut pas hésiter. Il y a des gens comme moi, comme d'autres, qui sont là pour ça. On est là pour répondre aux questions. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il ne faut pas avoir peur de passer pour une mauvaise maman. Parce que tout ce qui est en rapport avec la maternité, on se dit c'est de l'ordre de l'inné, voilà, de l'instinct maternel, exactement. Déjà, il faut savoir, avant, les femmes, elles n'étaient pas confrontées à ce genre de problématiques, ou du moins moins, parce que les premiers mois de bébé, elles les passaient dans la maison familiale en général. Donc, elles avaient toujours leur maman qui était là pour un peu les guider. Même si c'était des expériences nouvelles, en l'occurrence jumeaux, si la maman mais elles avaient de l'aide. Aujourd'hui, les femmes sont actives, les grands-mères le sont aussi très souvent, donc on a changé de société. Donc maintenant, ce n'est plus nos mamans qui nous donnent des conseils, il faut se tourner vers des spécialistes et des experts qui ont étudié et qui sont là pour ça. Il ne faut pas essayer de culpabiliser, il ne faut pas culpabiliser. Ensuite, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, c'est-à-dire le conjoint. Il est là pour les bonnes choses, mais il est là pour les moins bonnes choses aussi. Et ça, c'est un peu plus difficile à faire rentrer dans les habitudes, on va dire, des gens. Et aussi, quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à tout ça, c'est qu'on est parents, certes, mais on est un couple avant. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que, pour parler concrètement, parce que je pense encore une fois, c'est ce qui intéresse les gens, un homme, c'est un retour sur investissement. S'il s'investit avec sa femme dans l'éducation de ses enfants, il va avoir une femme plus reposée, plus détendue, plus souriante, plus arrangée, plus apprêtée. Et pour lui, ça va être plus agréable. S'il ne fait rien, c'est sûr que les heures qu'il va passer à donner le biberon, ce n'est pas des heures qu'il va passer devant la télé, mais c'est des heures
il va soulager sa femme. C'est des heures de construction. C'est des heures de construction, parce qu'une femme qui va avoir plus de temps, un peu moins pas de temps pour elle, qu'elle a une vie, un semblant de vie, c'est une femme qui sera après en couple plus épanouie. Plus là pour lui. Donc au final, il faut qu'il réfléchisse la chose de... Voilà. Habiba, vous voulez rajouter un petit mot? Alors, moi, je voudrais rajouter en fait sur cet aspect de l'aide que peut apporter en fait le conjoint, le mari, etc. À travers mes expériences et à travers en fait les accompagnements que je fais, je m'aperçois qu'en fait, on laisse aussi très peu de place au mari pour pouvoir accompagner. Dans le sens où, quand il essaye de faire, on se précipite pour lui dire « c'est pas comme ça, tu sais pas faire, donne, je vais faire à ta place, etc. » Donc, c'est vraiment un travail de formation aussi que doit faire la nouvelle maman. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont innées, mais malheureusement, c'est pas inné pour le mari, c'est pas inné pour le papa. Il ne demande qu'à aider à partir du moment où on lui apprend, on lui montre, etc. Donc, faisons-leur de la place, laissons-leur essayer, à leur manière, observons, mais on n'intervient pas toutes les secondes pour dire c'est pas comme ça, tu sais pas faire, donne, je vais le faire. Ça devient source de problèmes. Alors du coup, il se retire pour dire ok, ben, écoute, débrouille-toi avec ton enfant. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, par rapport à comment en fait synchroniser les enfants, moi je dirais aussi que la maman doit se synchroniser avec les enfants. C'est-à-dire quand les enfants dorment, il faut qu'elles dorment. Oui, mais c'est pas forcément. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que parfois on est tellement fatigué. Moi je parle de l'expérience d'avoir un seul enfant. Oui. On est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil quand il dort. Oui, mais la question d'énergie est très importante. On ne peut pas apporter toute son énergie à une personne si nous-mêmes notre niveau d'énergie est bas. Oui, on est d'accord. On aimerait bien se caler sur nos enfants, mais on n'est malheureusement pas des interrupteurs. Manger correctement, essayer de dormir quand ils dorment pour être à même de s'en occuper quand ils se réveillent. Il ne faut pas qu'ils nous fassent des siestes de 20 minutes, d'une demi-heure. Voilà, exactement. Bon, on va marquer une courte pause et on revient. On vous laisse réfléchir à tout ça. On revient pour les questions des téléspectateurs. À tout de suite. Et on est toujours avec vous sur Médien TV. Merci beaucoup d'avoir choisi On se dit tout pour vous accompagner. Différentes expertes, différentes invitées. Nous avons parlé des résolutions. Et oui, on peut encore se permettre, on est en plein mois de février. Donc, comment concrétiser ces projets 2019? Nous en avons parlé avec vous, Habiba Dassouli. Vous êtes coach en développement personnel. Le psoriasis, on en parle avec vous dans un moment, Leila Ben Ammar. Vous êtes dermatologue. On va tester, enfin, Atman va tester pour nous quelque chose qu'il garde encore un petit peu secrète. Et puis, là, pour l'heure, on retourne à nos histoires de gémellité. Aux jumeaux avec vous, Sabrine Gdira, vous êtes spécialiste de la petite enfance. On va directement sur les questions des téléspectateurs. On a maman et papa. Alors, Asma qui dit, est-ce qu'en habillant mes jumeaux de la même façon, je risque d'influencer leur personnalité dans le futur? Alors ça, c'est justement ce que je disais, la préparation en amont, c'est que c'est deux personnalités différentes. Déjà, on essaie dans un premier temps d'éviter les prénoms qui se ressemblent. Donc, on va essayer de choisir des prénoms qui sont vraiment distincts. Ils vont avoir chacun leur jouet dans leur chambre, chacun un coin de rangement. Même si après, les jouets se mélangent, on les laisse vraiment chacun leur coin et évidemment habillés. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, ça nous fait plaisir de jouer sur cette ressemblance. Oh, vous avez des jumelles, elles sont mignonnes, elles sont identiques. Mais la vraie vie, ce n'est pas un jeu. Et il faut vraiment, pour développer leur autonomie et leur personnalité propre, il ne faut pas les habiller pareil. C'est deux personnalités vraiment indépendante. C'est pas une personne scindée en deux et donc vraiment c'est quelque chose qui est déconseillé, bon, à part dans des occasions spéciales où on veut s'amuser un peu et tout, mais dans le quotidien, vraiment il faut éviter de... Voilà, on les sépare même de classes dans les écoles, on les met dans la même école pour qu'ils puissent se retrouver à la récréation, mais ça va jusque-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les aider à aller vers leur propre personnalité et leur propre autonomie. C'est pas souvent facile parce qu'ils ne le désirent pas forcément, eux. C'est compliqué de les séparer parce que leur connexion, quand ils étaient dans le ventre de leur maman, ils entendaient le petit cœur de leur voisin battre. Je veux dire, c'est une alchimie qui dure depuis leur création. Et pour eux, pour les bébés, pour les petits-enfants dans la petite enfance, quand ils sont jumeaux, ils ont l'impression que tout le monde a son double. Ils mettent du temps à comprendre qu'en fait, non, pas tout le monde a son double. Et donc, quand on les sépare, même il est préconisé parfois de les faire dormir ensemble les 3 premiers mois, parce que chacun dans leur turbulette, évidemment, pour éviter les problèmes de mort subite de nourrissons. Donc, on reste très, très vigilant là-dessus. Mais ils ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une symbiose. Et quand on va essayer de les séparer en tant qu'individus, on va essayer de le faire de manière intelligente et de manière structurée. On ne va pas juste... Juste séparer. Juste séparer pour leur faire de la
peine. Voilà. Alors, Omar qui vous dit, est-ce que les faux jumeaux sont moins complices que les vrais jumeaux? Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire de généralité. Là, justement, récemment, je voyais une émission sur deux jumeaux aux États-Unis qui avaient été séparés à la naissance, qui avaient grandi chacun dans un état différent. Et quand ils se sont retrouvés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient épouser des femmes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, appeler les enfants de la même façon, le chien de la même façon, le même numéro de maison. Enfin, les jumeaux expliquent qu'effectivement, quand un a mal, l'autre le ressent. Si malheureusement un est amené à décéder un peu subitement, l'autre le ressent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est scientifiquement inexplicable et inexpliqué au jour d'aujourd'hui, je pense. Donc après, les vrais jumeaux, oui, c'est évident, ils partagent la même ADN. C'est ça. Enfin, c'est la même personne qui a été scindée en deux. Exactement. À l'origine. Donc, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Sabrine. Alors, ça vous dirait d'aller faire une petite activité, mais je ne sais pas ce qui nous cache. On découvre et après on se dit est-ce que ça nous emballe ou pas. Allez, on te retrouve tout de suite. Pardon, Atman, on a testé pour vous. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Pour découvrir le sujet de la rubrique d'aujourd'hui, je vous invite à répondre à cette petite devinette. Mon premier est un sport international que les Lions de l'Atlas ont défendu lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Mon second apparaît lorsque je fais bouillir de l'eau à plus de 100 degrés dans une casserole. Mon tout est l'activité que nous avons décidé de tester pour vous aujourd'hui. Alors, une idée de la réponse ? Il s'agit du footbull. Salut Kalim. Bonjour. Alors c'est sympa de nous recevoir sur ton terrain de footbull pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette activité, ce que c'est que ce sport. J'espère que c'est pas le ballon. Non, bien sûr, c'est pas le ballon. Donc on est sur un tout nouveau concept qui vient de Norvège. Actuellement au Maroc, 2 clubs proposent ce genre d'activité, dont celui-là. Le but c'est de jouer au foot classique, tout en ayant la possibilité de donner des coups. Donc tous les coups sont permis de devant, de derrière ou de face, en ayant un maximum de sécurité bien sûr. Donc on se met dans cette bulle en plastique et on joue au foot classique avec les mêmes règles que le foot. Et il faut être combien de joueurs pour jouer à ce jeu? Donc on est plutôt sur des parties de 5 contre 5. On peut être sur une durée de 45 minutes. Avec plusieurs pauses car c'est un sport qui demande beaucoup d'énergie. Alors qu'est-ce que tu penses si je te propose un match avec 5 personnes de l'équipe de la rédaction dont se dit tout et 5 personnes de ton club? Super, on y va. Allez. Bon, on va commencer le match de l'équipe 11 dit tout avec l'équipe du club. 5 contre 5. Allez. Bon, en tout cas, c'est super pratique pour jouer parce que tous les coups sont permis. On peut tomber, on peut rouler. Il n'y a aucun souci, on est extrêmement bien protégé dans la bulle. Et c'est vrai que c'est assez sportif comme jeu, on se rend pas compte mais ça demande beaucoup plus d'efforts physiques qu'un jeu classique de foot parce qu'on fait des roulades, on se pousse et on transpire beaucoup. Alors je peux vous garantir qu'il s'agit d'une activité qui est géniale, on s'éclate pour les grands, pour les petits et ce qui est top c'est que tous les coups sont permis et grâce à la bulle de protection on ne risque absolument rien. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je te rends l'antenne et moi je vais aller essayer de marquer le point final pour la victoire de l'équipe de rédaction d'On se dit tout. Et on compte sur vous pour sauver l'honneur. Mais revenez tous entiers, hein. Ça c'est le plus important. Mais en tout cas, ça se voit que ça s'amuse bien de l'autre côté. Vous avez aimé, Leïla?
Oui. C'est pas mal comme jeu, hein, quand même. C'est magnifique. À faire avec les enfants aussi, c'est sympa. Non, je le laisse, je regarde. C'est vrai. Sabrine, ça vous dit? Ah, moi, ça me donne envie. Franchement, ouais, ça a l'air super. Ouais. Exactement. Habiba, vous avez même une idée. Absolument. Je trouve que c'est très intéressant. C'est original pour le proposer dans le cadre d'un team building, pour une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe, etc. C'est une très bonne idée. C'est ça, merci exactement. En tout cas, ça permet de se défouler tout en étant protégé, de jouer comme des gamins. C'est génial. Allez, on va parler santé tout de suite. On y va. Et on en parle avec vous, docteur Leila Ben Ammar, vous êtes médecin dermatologue. Le point avec vous aujourd'hui sur le psoriasis. Alors, pour essayer de comprendre d'abord ce que c'est que cette maladie, comment elle se manifeste et pourquoi elle se manifeste, on regarde un reportage, après on revient pour la prise en charge. À la normale, les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours. Imaginez que cela puisse se faire tous les 4 jours. Il s'agit alors d'un phénomène qui s'appelle le psoriasis. Le psoriasis est une maladie de la peau qui peut apparaître suite au dérèglement du système immunitaire. Il se caractérise par un renouvellement accéléré de l'épiderme. Au moins 3% des Marocains sont touchés par le psoriasis, dont 15% sont des enfants. Le psoriasis se manifeste par des taches rouges et des couches de peau morte qui s'accumulent à différentes zones de notre corps, provoquant des démangeaisons sur le visage, le cuir chevelu, le torse, les bras, les ongles, les genoux ou les pieds. Les formes les plus connues du psoriasis sont le psoriasis en plaques, qui est la plus fréquente, le psoriasis en gouttes, plus rare, qui apparaît souvent chez l'enfant et l'adolescent, le psoriasis pustuleux, caractérisé par l'apparition de boutons sur les plaques rouges, le psoriasis érythodermique, qui peut toucher l'intégralité de la peau et s'accompagne de fièvre et de frissons. Le psoriasis est une maladie à vie, mais il existe des traitements médicaux qui permettent de le soigner et le contrôler. Le psoriasis n'est pas contagieux et l'accepter pour soi comme pour les autres est essentiel pour mieux le vivre. Alors justement, le reportage finit sur cette note de mieux vivre la maladie. Est-ce que c'est ce qui pose le plus de problèmes? Ça fait pas mal, c'est pas une maladie douloureuse, c'est surtout le regard de l'autre qui dérange? C'est une maladie douloureuse sur le plan psychologique exactement. Parce que c'est une maladie affichante, parce que ça va toucher les zones qui sont exposées au regard de l'autre et que ça peut vraiment empiéter sur la qualité de vie. Il y a un impact psychologique qui est très important. Donc c'est une maladie qu'on prend très au sérieux parce que même avec des petites plaques de psoriasis, si le patient le vit mal, eh ben, sa qualité de vie va en être détériorée. Et effectivement, la prise en charge va en être encore plus difficile. Ça peut même entraîner des extensions, des aggravations de la maladie lorsque le stress se rajoute à ce phénomène. Donc il faut savoir que c'est une maladie multigénique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gènes qui sont impliqués dans le déclenchement de cette maladie, qu'elle peut être héréditaire, mais pas que. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un des parents est malade que l'enfant le sera forcément, et ce n'est pas parce qu'aucun parent n'est malade ou aucune personne de la famille qu'on ne fera pas de psoriasis. Après, c'est vrai que la forme la plus fréquente, ce qu'on appelle le psoriasis en plaques, est une maladie qui est gérable en général parce que ça touche pas forcément une grande surface cutanée, mais qu'il y a des formes à côté qu'on appelle les formes graves de psoriasis, dont le psoriasis pustuleux, le psoriasis érythrodermique, vous en avez parlé, cette forme qui se manifeste par une rougeur diffuse de tout le corps, qui nécessite des fois des hospitalisations. Et puis, il y a une forme de psoriasis qui n'a pas été signalée, qui est très importante, c'est le psoriasis arthropathique, lorsqu'il y a une association avec une maladie articulaire. Et à ce moment-là, il est très important de faire le diagnostic parce que la prise en charge va se faire entre le rhumatologue et le dermatologue et qu'il y a des traitements qui peuvent traiter les deux manifestations en même temps. Est-ce que c'est une maladie qui peut apparaître à n'importe quel âge de la vie? À n'importe quel âge, même chez le nourrisson. Alors, il est très difficile de poser le diagnostic chez le nourrisson parce que l'aspect clinique peut évoquer celui d'un eczéma héréditaire ou celui d'une dermatite séborréique. C'est l'évolution avec le temps qui va nous permettre de poser le diagnostic de psoriasis. Chez les enfants aussi, on peut voir apparaître un psoriasis vulgaire, mais surtout le psoriasis en gouttes et qui se déclenche généralement dans les 2 semaines après une pharyngite ou après une angine. Donc, le fait de traiter correctement une angine fait partie du traitement à ce moment-là du psoriasis. C'est des psoriasis qui peuvent ne pas revenir. D'accord. Mais dans l'absolu, ça touche surtout les personnes adultes et ça peut commencer à n'importe quel âge. Alors, au-delà du fait que ce soit une maladie lourde psychologiquement, douloureuse psychologiquement, est-ce qu'elle fait mal physiquement? La douleur, non.
sauf lorsqu'il y a une atteinte articulaire ou lorsque les plaques sont tellement sèches et rêches qu'elles fissurent. Là, à ce moment-là, n'importe quelle fissure épidermique peut être douloureuse. Mais le psoriasis arthropathique, oui, ce sont des douleurs articulaires. Par contre, ça peut donner envie de gratter. Et quand il y a grattage, malheureusement, il y a une excoriation, il y a une manipulation, un traumatisme des lésions. Et donc, il y a une aggravation du psoriasis parce que c'est surtout l'aggravation parce que le psoriasis, c'est une maladie où existe ce qu'on appelle un phénomène de Koebner. C'est-à-dire que chaque endroit qu'on traumatise, chaque endroit qu'on gratte ou qu'on blesse, il y aura une nouvelle plaque de psoriasis qui va survenir. Et j'en profite pour dire aux gens, par exemple, qui ont un psoriasis du cuir chevelu, de ne pas essayer d'enlever leur croûte avec leur peigne ou de gratter leur cuir chevelu. Il y a des traitements pour ça, il y a des traitements qui permettent de soulager ces patients sans passer par la case départ et refaire une autre poussée de psoriasis. C'est une réaction, on va dire, presque de défense de l'épiderme. L'épiderme va réagir. Il y a certaines maladies dermatologiques où le traumatisme enclenche une nouvelle poussée de la maladie. Pas que dans le pso, mais particulièrement dans le pso. C'est ce qui explique d'ailleurs que les gens ils font plus de plaques de psoriasis sur les zones qui sont exposées au traumatisme. Par exemple, les mains, par exemple, les genoux. Les gens, par exemple, qui font leur prière, il y a un moyen très simple de ne pas faire ces plaques au niveau des genoux, c'est de faire la prière sur un tapis qui soit vraiment épais, qui ne soit pas exposé au traumatisme du sol. Ou bien les gens qui travaillent avec les mains nues, on leur demande de protéger leurs mains. Certains sports, par exemple, peuvent enclencher des poussées de psoriasis. Donc, on leur demande de changer de sport avec des sports moins agressifs. Quoi, par exemple ? Le foot, par exemple, les gens qui font un psoriasis, ils vont faire des plaques au niveau des tibias. Les gens qui font des sports de combat, en tapant sur le sac de sable, ils peuvent faire aussi des plaques de psoriasis au niveau des jambes. Les cuisiniers peuvent se traumatiser les mains et faire des plaques au niveau des mains. Donc, on essaie un petit peu de leur expliquer les modalités de prévention et comment cohabiter avec son psoriasis. Parce que le plus difficile, à mon avis, dans cette maladie, c'est l'acceptation. Est-ce qu'on accepte qu'on va vivre avec cette maladie toute sa vie? Généralement, les patients ne l'acceptent pas et font le tour des médecins en espérant tomber sur le médecin qui va réaliser un miracle et qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus de psoriasis. Or, il y a une acceptation, ça commence par l'acceptation, il y a une manière de vivre avec son psoriasis, de devenir un petit peu copain avec son psoriasis et l'accepter, parce que psychologiquement, lorsqu'on est bien, on fait moins de poussées ou des poussées moins sévères. Ok, mais quand vous dites on est bien juste vis-à-vis de sa maladie ou on est bien dans sa vie? Parce que malheureusement, quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, en 2019, pas stresser, c'est presque utopique. C'est très difficile. C'est vrai que gérer le stress n'est pas toujours facile. On demande aux patients d'éviter un petit peu les facteurs de stress, de pratiquer du sport. Mais le message que j'aimerais passer aux gens, c'est d'être un petit peu clément envers les gens qui ont une maladie affichante. Malheureusement, ce que je remarque chez mes patients, c'est que souvent, ils viennent me consulter parce qu'ils ont entendu ou subi des remarques qui peuvent être très méchantes. Une femme qui ne veut plus aller au hammam parce qu'elle a du pso et que les gens vont s'éloigner à son approche ou les gens vont faire des remarques sur son apparence. La même chose, les gens qui travaillent vont subir un petit peu les commentaires des gens. Je pense que des fois, il faut savoir un petit peu ne pas dire tout ce qu'on pense parce que ces gens-là sont déjà très fragiles sur le plan psychologique. Ce n'est pas une maladie qui est contagieuse. On peut parfaitement serrer la main à un psoriasique, on peut vivre avec un psoriasique, on peut avoir des rapports avec un psoriasique. Ce n'est pas le problème. Il faut changer la mentalité des gens. Il faut aussi accompagner psychologiquement nos patients, c'est très important. Ce n'est pas juste délivrer une ordonnance et le laisser partir. Il y a beaucoup d'accompagnement chez les patients psoriasiques. Il faut leur dire aussi que nous avons la chance de vivre dans un pays qui est très ensoleillé et que le soleil guérit dans 90% des cas les poussées de psoriasis. Que l'hydratation aussi, c'est quelque chose de très important. Quand on dit guérit, pardon, c'est soulage ou guérit définitivement? Les poussées. Les poussées. On ne guérit pas de son psoriasis. Il faut l'accepter. Ceci dit, on peut avoir des poussées qui peuvent être très éloignées lorsqu'on respecte certaines mesures d'hygiène qui sont l'hydratation au quotidien. Une peau psoriasique demande de l'hydratation. Plus vous hydratez, moins vous ferez des poussées de psoriasis. Deuxièmement, traiter la poussée, c'est d'abord décaper, enlever les plaques blanches pour permettre au traitement d'agir au niveau de la peau. Troisième chose, ne pas prendre du poids. Le poids et le psoriasis ne sont pas très amis, donc il faut ne pas avoir un excédent de poids. Grossesse? Pas forcément. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Par contre, le tabagisme, si. La consommation d'alcool et de tabac ne font pas bon ménage avec le psoriasis. S'exposer au soleil à chaque fois qu'il est possible en ayant décapé. C'est-à-dire on prépare la peau avant, on décape avec des traitements qu'on donne aux patients et puis on s'expose au soleil parce que finalement, les rayonnements solaires font partie de l'arsenal thérapeutique qu'on propose à nos patients. Donc si on a un traitement qui est gratuit, pourquoi ne pas en profiter? Bien sûr, pas au risque d'aller se brûler, mais une petite demi-heure ou 3/4 d'heure en évitant l'heure du zénith peuvent être très bénéfiques pour nos patients. Parfait. Merci beaucoup, docteur. On va sur les questions des téléspectateurs. Mesdames, avant d'y aller, vous avez une question particulière à poser au docteur Ben Amal par rapport à ça? Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est héréditaire?
Oui, il y a un terrain génétique qui favorise l'apparition du psoriasis. C'est-à-dire si un parent ou les deux parents ou quelqu'un dans la famille a un psoriasis, il se peut qu'ils transmettent les gènes du psoriasis. Mais si personne n'est atteint, ça ne veut pas dire qu'on ne risque jamais de faire un psoriasis. Ben, c'était la question de Adam, justement l'une des questions. Et on a une autre question, celle de Petit Sam qui vous dit, y a-t-il des matières en textile à éviter de porter pour ne pas accentuer les crises de psoriasis? Pas pour ne pas accentuer les crises de psoriasis, mais quand on a un psoriasis et qu'on gratte, il vaut mieux éviter la transpiration, parce que la transpiration favorise le grattage. Les produits textiles, quand ils sont synthétiques, bien sûr, c'est pas bon. Le coton, idéalement, surtout lorsqu'on est en poussée, et en été, s'habiller le plus légèrement possible pour permettre au soleil de pénétrer. C'est pas forcément se mettre à nu. Quand on met du blanc, les UV passent. Or, les UV traitent le psoriasis, donc ne pas se mettre dans des vêtements qui sont noirs, qui sont sombres, parce que ça empêche un petit peu le passage des UV. Et il n'y a pas un code vestimentaire particulier, mais on dit que le soleil, généralement, c'est bon, et puis des textiles assez doux. Alors, est-ce qu'il faut, en parallèle de la prise en charge chez le dermato, une prise en charge psychologique? Lorsqu'elle s'impose, oui. Pourquoi pas? C'est le plus difficile à faire accepter un patient. Nous, en tant que dermatologues, nous ne sommes pas forcément formés pour prendre en charge de la bonne manière nos patients. On essaie du mieux qu'on peut, mais quand le cas est assez sévère, quand on a des patients qui font des dépressions suite à leur psoriasis, il est préférable qu'ils soient accompagnés par un médecin en parallèle. Eh bien, merci docteur, merci beaucoup. Merci mesdames, c'était un plaisir de vous avoir. Merci. Habiba Dassouli, coach en développement personnel, Leila Ben Ammar, dermatologue, et Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance. J'espère que l'équipe est entière après le jeu de football, comme ça s'appelle. En tout cas, on va vérifier ça tout de suite pour voir si tout le monde est en forme, pas de jambes cassées, pas de fractures. Bref, merci à vous pour votre fidélité. Au revoir et à très vite.